Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 12e journée de championnat Ligue 2 Becté. Saint-Etienne affrontait lundi soir le SCO d'Angers et ça s'est terminé par une belle victoire stéphanoise. On était présents tous les deux. Voilà, on va vous présenter ça. Alors il y a Eric qui est absent, qui est avec des anciens Verts. Il fait le tour de France, il profite de ses vacances et on lui fait un petit coucou et on le retrouvera bien sûr mardi prochain. En cette fête d'Halloween, alors les Verts ils nous ont fait un petit peu peur ce samedi avec plein de blessés. Mais en cette fête d'Halloween, un revenant, c'est le comte Olivier Dracula. Il a les dents longues et sa breuve de 100 verres. Salut à toi, Olivier. Je m'y attendais, mais t'arrives quand même à me surprendre. Donc on va revenir sur ce très beau match et très belle victoire stéphanoise hier soir à Geoffroy Guichard. On va longtemps revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on s'est quand même régalé et ça faisait longtemps qu'on s'était pas régalé comme ça, donc je pense qu'on va rester au moins 25 minutes sur cette rencontre. On parlera bien sûr de l'agenda puisqu'il y a un match dans 4 jours. On fera aussi une page Haute-Loire, une page Top and Flop, une page Coup de cœur, une page Coup de tête évidemment, et puis bien sûr entrecoupé de morceaux musicaux. Et allez, on commence tout de suite par le match de la semaine. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Alors ce lundi soir, donc hier en clôture de la 12e journée de Ligue 2, les Verts recevaient donc le SCO d'Angers. Alors Batles avait aligné Green, effectivement pour remplacer l'Arseneur blessé quelques jours plus tôt. Défense Apia, Briançon, Nadé qui remplaçait Batubinsika, aussi blessé 2 jours plus tôt. Léo Petro, voilà, ça c'est les 4 défenseurs. En milieu de terrain, Tardieu, Fomba, Bouchouari. Et un petit peu plus haut, Rivera, Cafaro et Sissoko. Voilà le 11 de départ. Il y avait énormément de monde à Geoffroy Guichard pour un lundi soir. On était plus de 27 000. Ça c'est quand même important à souligner, on y reviendra évidemment. Le match commence sur les chapeaux de roue et n'offrira aucun répit aux deux équipes. Le match est plaisant et les deux formations se rendent coup pour coup. Green, par exemple, brille pour son retour avec un arrêt superbe sur une volée d'Abdelli, mais aussi en remportant son duel avec notre ancien Vert Diony. Et quand le gardien est battu, c'est Léo Petro qui empêche Diony de pousser le ballon au fond. Ça, c'est les occasions angevines. Et en cette première mi-temps, les Verts ont également leur lot d'occasions avec des frappes de Sissoko qui ne prennent pas à défaut Fofana, à l'action exceptionnelle de Bouchouari qui voit aussi sa frappe raser le poteau suite à 1-2 avec Fomba. Mais bon, ça veut pas rentrer. Et que dire de cette frappe de Cafaro où en fin de compte c'est Fofana qui est en retard mais qui est contré Sissoko qui détourne la frappe de Cafaro. Voilà, le match est très animé et le 0-0 à la pause n'est pas parlant. Il y a eu 23 occasions au cours de cette première mi-temps. Un truc de fou. La deuxième mi-temps reprend de la meilleure des manières. Sur un corner tiré par Cafaro, c'est Sissoko qui catapulte le ballon au fond des filets, un coup de tête comme on les aime pour débloquer le match. Et 8 minutes plus tard, c'est Léo qui vient comme un messie, s'offre un festival en éliminant plusieurs Angevins avant de marquer d'une frappe du pied droit. Oui, du pied droit pour un gaucher. 2-0 pour les Verts à l'heure de jeu. Et les Verts rentrent dans une demi-heure où ils vont gérer avec des remplaçants. Il va y avoir une première vague de 3 remplaçants. Mené par Batles et puis 2 autres. Donc on est plus dans la gestion et trouver le bon équilibre entre jouer les coups pour tripler la mise ou sécuriser ce 2-0. Et finalement, le SCO ne reviendra pas et la SSE l'emporte et prend la seconde place du classement. C'est une chose très importante suite à la victoire à Laval chez le leader
la semaine précédente. Mais quel match spectaculaire auquel on a assisté. On n'était pas depuis le mois d'août. Moi, j'assiste à des purges et puis là, hop, d'un coup. C'est le premier match où je me suis déplacé à Geoffroy Guichard. Ouais. Tu vois, ça s'appelle le nez, ça. Ouais, avoir le nez creux. Non, mais par contre, au niveau du classement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est assez improbable de voir les Verts seconds du classement avec ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant. C'est vrai. On met à part le match à Laval, mais même avant ce match-là, ils étaient quatrième. Être quatrième avec cinquième. Ouais, voilà, cinquième avec, on va dire, le contenu qui a été proposé, c'est quand même improbable. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Si quand même il y a dans cette équipe une ossature, je pense par exemple à la défense, aux gardiens, on essaiera d'y revenir justement parce que il y a eu des événements, tu l'as dit, des blessures importantes dans cette équipe, donc ce sera l'occasion d'y revenir. Mais si on revient à ce match-là, donc entièrement d'accord avec toi sur la qualité du match, hein, pas seulement de ce que les Verts ont proposé, mais c'est vrai que cette équipe d'Angers elle a ouvert aussi le jeu, hein, et elle était même très proche en première mi-temps d'ouvrir la marque, et je pense que les Verts ne seraient pas forcément parvenus à revenir. En tout cas, dans la première mi-temps, victoire au point de cette équipe d'Angers. Hein, ils ont pratiquement eu autant d'occasions, sinon plus. Il faudrait que je regarde les X-goals parce que. Eh ben, c'est 10-10. Ouais, les occasions. La première mi-temps. Mais les X-goals te permettent de savoir en fonction de la position où est l'attaquant au moment où il frappe, tu vois, parce que une frappe cadrée, à la limite, ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça qu'ils ont inventé ces X-goals là, pour dire entre une frappe cadrée des 30 mètres que le gardien arrête du pied, tu vois, et une vraie frappe dans les 6 mètres, c'est pas tout à fait pareil. Donc le X-goal permet de mesurer ça. Pour faire plus simple, un face-à-face avec le gardien, ça t'accorde 0,9. T'as 9 chances sur 10 de marquer quand t'es seul face au gardien. Donc ça apporte à ton équipe 0,9 de X-goal en fait. Bon, bref. Ouais, mais t'es dans les statistiques. En tout cas, je peux te dire que c'est vraiment à la mi-temps, c'est à peu près égal, quoi. Les occasions, que ce soit c'est ça. Et Angevin même ou Stéphanois, il y a eu vraiment le même nombre de frappes au but. Ouais. Alors que tu comptabilises la frappe de Rivera qui est un petit peu. Oui, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, les frappes de Rivera muscle ton jeu. Voilà. Il faut. Mais t'as les frappes de Sissoko qui sont plus des coups de tonnerre. Voilà, mais franchement, c'était très équilibré au cours de cette première mi-temps. Et on a assisté, moi j'ai trouvé une très, très, très bonne partie au cours de ces 45 premières mi-temps. Les Stéphanois essayaient tant bien que mal de construire pour aller de l'avant, alors que les Angevins jouaient beaucoup plus direct, avec des longs ballons, notamment sur Diony. Et puis le face-à-face Diony-Green, c'est suite en fin de compte à une balle qui est libérée par le libéro angevin. Donc ça lobe toutes les lignes. Donc deux styles de jeu complètement différents, et puis des schémas tactiques pourtant similaires, un 4-3-3 pour les Stéphanois, un 4-4-2 pour les Angevins, mais spectaculaire. Voilà, et alors justement, on a plein de questions qui peuvent se poser, hein, parce qu'un match comme ça, autant un match soporifique, c'est difficile, mais là pour le coup, j'ai pas eu de mal à trouver plein de questions, Marco, donc tu vas éclairer ma lanterne. En ce soir d'Halloween. Par exemple, à la question suivante, qu'est-ce que tu réponds? Batles a-t-il trouvé la bonne formule? Est-ce que Batles a trouvé la bonne formule, Marco? Alors là, justement, le fait, le samedi noir, on va dire, de Saint-Étienne, parce que on a perdu l'Arseneur, Batou Binsika, on a appris que Wadji n'était pas remis. Dylan Chambaud blessé, ça fait déjà 4 joueurs. Donc je sais pas s'il a trouvé la bonne formule, mais il était obligé d'en mettre 11. Donc il a fait des choix. Défensivement, pour remplacer Batou Binsika, c'est logique, poste pour poste, c'est Nadé. Après, c'est pour Rivera. On peut se poser la question, il avait
plus de solutions et au milieu de terrain aussi, pourquoi pas titulariser Mouefek ou Conduit, des choses comme ça. Mais il s'est basé sur quand même une charnière au milieu avec Tardieu, Fomba, Bouchouari, qui est assez récurrent sur les derniers matchs, donc il a pas bougé. Donc voilà, pour le milieu de terrain, il n'a pas changé sa formule. Pour le poste d'avant-centre, Sissoko marque beaucoup plus que Charbonnier, puisqu'il devient le meilleur buteur de ce championnat de Ligue 2 Becté. Donc ça paraît évident. Cafaro, c'est son chouchou, donc il ne va pas le libérer. Donc c'est plus la surprise sur cette rencontre, sur la titularisation de Rivera. Mais quand je parle de bonne formule, tu vois, au-delà des joueurs, on parlera des blessés après, mais au-delà des joueurs, j'ai l'impression que ce qui a sauvé l'équipe, c'est de maîtriser un schéma identique depuis 10 matchs, on va dire, et finalement interchangeable. C'est-à-dire que les hommes changent, mais le système reste, et c'est ce qui permet d'avoir de la confiance, et on n'a pas vu une équipe fébrile, sauf sur quelques occasions, mais grosso modo, les Verts ont montré beaucoup de maturité, tu vois, et je pense que c'est le système, cette façon de jouer à 4-1, 4-1 ou 4-3-3 là, avec des joueurs qui sont plus importants que d'autres, bien sûr, mais est-ce que t'as pas la même impression que moi? Après, les joueurs sont habitués à ce schéma depuis tout petit. Tout petit, on va dire à partir des U15, tu joues à 4 défenseurs, donc déjà t'es habitué à ça. C'est pour ça que je trouve toujours un petit peu aberrant de jouer à 3 défenseurs, parce que tu changes complètement la donne. Et à 4 défenseurs, déjà, tu stabilises tout un groupe. Et ensuite, après, tu peux jouer en losange au milieu de terrain, tu peux les mettre sur la même ligne, tu peux mettre un 8 plus haut, le 6 plus bas. On retrouve en fin de compte un schéma, on va dire, classique. Et dans ce schéma classique, c'est plus facile pour les joueurs de s'y retrouver et de s'épanouir à force de jouer aussi, parce que toi, tu as parlé de 10 matchs, mais on va dire c'est le 8e match où il est sur ce schéma tactique. Et on a bien vu déjà à Laval la semaine dernière que c'était solide et que c'était cohérent. C'était cohérent et c'était maistrisé du début jusqu'à la fin à Laval. Et on n'a pas fait d'émission. Une fois de plus, ça prouve que c'est la bonne formule pour répondre à ta question. Ouais. On n'a pas fait d'émission la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord, on en a parlé avec Eric, que le match à Laval est le match référence, on va dire, le plus abouti de cette saison. Mais malgré cela, je trouve que en fonction de l'adversaire, je trouve que cette victoire face à Angers, elle a encore plus de valeur pour moi. Elle prouve plus de choses que la victoire à Laval. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et puis il y a le contexte. Il y a déjà ça se passe à domicile dans notre Chaudron. Et Chaudron avec en plus les COP, parce qu'on a retrouvé les COP. Il y avait un contexte spécial avec l'hommage à Salif Keïta. Il y avait tout ça. Il y avait une équipe joueuse en face. C'était pas Ajaccio, tu vois, c'est pas Valenciennes, où tu t'ennuies quand même. Donc, et puis les Angevins, ils sont joueurs, mais aussi parce qu'ils jouent les premiers rôles de ce championnat. Ils n'avaient pas perdu quand même depuis plusieurs matchs. Je crois que ça faisait 5-6 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Et donc, non, tu as tous les ingrédients pour faire un bon match devant ce public. Et tout a fonctionné, quoi. Les planètes sont alignées hier soir et c'est tant mieux pour nous. Voilà. Alors, si on va un petit peu plus loin sur cette rencontre que cette rencontre-là, je vais te poser une question un peu globale. Malgré les blessures dont tu as parlé, est-ce que les Verts peuvent le faire? T'as compris la question? Est-ce que malgré les blessures, est-ce qu'ils peuvent le faire les Verts cette année? Parce que les blessures, a priori, elles sont longues, en tout cas pour le gardien. Une rechute pour Ouadji, c'est un peu long, donc on le redit pour ceux qui vivraient dans une grotte. Donc l'Arseneur est blessé à l'épaule et il va avoir donc plusieurs mois d'arrêt. C'est pour ça que Green était titularisé. Alors on est de 1 à 2 mois, ouais. Ce qu'on arrive à lire ici et oui. là. D'accord. 1 à 2 mois.
Bon, ça va, alors c'est pas pire. Non, mais Wadji pour l'instant. qui rechute, donc c'est jamais bon ça. Hein. Bon, c'est pas une blessure. Il était blessé à la cheville, là c'est la cuisse. Bon, il vaut mieux que ce soit la cuisse plutôt qu'à nouveau la cheville, hein, on est d'accord. Mais bon, bref, il y a des blessures. Donc, est-ce que malgré ces blessures, est-ce que les Verts peuvent aller chercher une montée dès cette saison? Alors oui, pour une simple et bonne raison, c'est que depuis le début de championnat, je trouve toutes les équipes ont un niveau relativement bas. Euh, et Angers fait partie tu vois, du lot. Je m'attendais à un Angers beaucoup plus conquérant, euh, plus solide, et ce fut pas le cas. Et la semaine dernière, Laval, pareil, ils sont quand même leaders, ils sont toujours leaders, et ils sont quand même décevants si tu regardes euh, la rencontre face à eux. Et jusqu'à maintenant, moi j'ai trouvé les équipes relativement faibles, donc tout est possible dans ce football. Et même avec une équipe amoindrie stéphanoise, et on l'a vu hier, c'est plus que possible. Donc toi, Donc, t'y crois? bah, il faut y croire. Il de toute faut façon. il faut y croire. Alors on rappelle que il y a le premier et le deuxième qui accèdent, et puis après il y a barrage pour 3, 4, 5. Exactement. Voilà. Donc, alors, moi, je partage ton avis, mais Batles a dit en conférence de presse que le classement pour lui était anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par le classement reste anecdotique? Est-ce que Parce qu'on n'a pas rencontré toutes les équipes, voilà, on verra plus fin décembre, lorsqu'on aura rencontré les 19 équipes. C'est décembre ou début janvier, je ne sais plus. Je pense que c'est au mois de décembre. Et il y a 2 rencontres là. Il y a la rencontre, la réception du Paris FC, qui est importante, et évidemment le match suivant où on se déplace à Auxerre, qui là est une équipe joueuse, et là ça va être un gros morceau, et on sera... ouais, mais qui alterne le bon et le moins bon quand même, cette équipe d'Auxerre. Autant ils sont capables de faire des étincelles, et ils l'ont prouvé en faisant des scores fleuves, mais autant, tu vois, comme ce week-end là, ils s'inclinent. Alors ils ont eu plein d'occasions, hein, mais ils ont eu 30 occasions, ouais. les autres une. Non mais oui, je sais bien. Ça a été Mais un bon, hold-up c'est à la ouais. nordiste. Ouais, je sais bien, mais bon, à un moment, faut les mettre aussi, hein. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est bien beau voilà, d'avoir des occasions, mais c'est là que tu te dis qu'un Sissoko, il est précieux, quoi. Bref, on en reparlera après, mais Mais jusqu'à maintenant, moi, c'est franchement la faiblesse des adversaires jusque-là qui m'encourage à dire bah ouais, que c'est possible, quoi. Même si on a eu des difficultés à créer du jeu en ce début de saison, mais Batles a su remanier son équipe, améliorer son fond de jeu, et depuis son schéma à 4 défenseurs, ça fonctionne vraiment, vraiment bien, et c'est tant mieux. c'est vrai que je suis d'accord avec toi, et notamment sur la défense d'Angers. J'ai pensé que ce serait beaucoup plus solide, la défense d'Angers, alors que ouais, on est en plein Halloween là, hein, alors que nous on essaye de se concentrer, mais c'est pas évident. Si on nous attaque, ne soyez pas surpris, hein. Il y a des vampires et des gens bizarres qui rôdent dans le quartier. À l'extérieur. Donc, On va passer un premier titre la musical, défense. si tu veux. Allez. Hein, alors, à Angers, il y a de quoi faire. Et ça, c'est tant mieux. Alors, un nouveau groupe qui a vraiment de la pêche. C'est un tout petit groupe, mais il faut que je vous le fasse partager. Notamment parce qu'il y a des allusions, des allusions avec le foot. Donc, c'est Rock and Foot, hein, dans notre émission Rock and Foot. Et c'est entrecoupé d'un moment dans les vestiaires de foot, donc voilà. Et ça s'intitule L'eau ça mouille, c'est Péniche. Attention à la faute. Attention à la faute. Alors, vous placez, vous marquez, vous suivez bien le jeu. Ils ont déjà un jaune. Je vous ai dit, on pousse à la faute,
Ils sont connus pour ça, on pousse à la faute. C'est bon ça? On y va? On est prêt? Ça marche? Ouais. On se motive? Péniche avec le titre L'eau ça mouille. Alors désolé pour le début de ce titre, quelques petits soucis techniques, et oui ça arrive. Je reviens sur ce groupe qui est vraiment bon, très péchu. Je vous conseille, chers auditeurs, d'aller voir le clip parce que effectivement il y a une partie de foot au milieu qui accompagne donc la musique, et c'est vraiment sympa. C'est dans un stade de campagne, enfin voilà, c'est champêtre et c'est vraiment sympathique. C'est un nouveau groupe et je pense qu'on va en parler dans le registre un petit peu alternatif, noisy, de ces groupes français dont on ne parle pas assez, malheureusement. Voilà, retour donc sur l'analyse du match entre Saint-Étienne et le SCO d'Angers avec cette victoire, cette belle victoire, ces 3 points, cette prestation solide, cette prestation aboutie des Verts. On n'était pas habitué jusque-là, mais depuis 2 matchs, franchement... Et la dernière question dont tu m'as posée, est-ce que c'est pas juste... Je vais renchaîner dessus. Est-ce que cette victoire, elle va pas déclencher, en fin de compte, quelque chose notamment dans les matchs à domicile, parce que les matchs à domicile, jusqu'à maintenant, c'était le 6e match à domicile. Ah bah, je t'annonce que on avait simplement 2 victoires, et 2 victoires, c'était poussif comme victoire. Alors que là, on s'est vraiment régalé à tout point de vue. Alors je sais pas si c'est lié au public, mais je t'annonce que Geoffroy Guichard va être pas loin de la jauge maximale, puisqu'ils vont, pour les 90 ans du club, ils vont mettre toutes les places à 10 €. Donc samedi 15h, il risque d'y avoir du monde. Alors peut-être ça vient de là, cet engouement. Hein. Pas seulement, il y a aussi l'adversaire, bien sûr. Alors avant de parler des tops et des flops, justement, j'embraye sur ce que tu viens de dire. Est-ce que t'as pas l'impression que on est en train de sortir d'un long tunnel qui pour moi a commencé lorsqu'on a affronté Manchester en Europa League. Et ce jour-là, depuis cette défaite, hein, cette belle confrontation, c'est vrai, mais bon, on était face à un adversaire bien au-dessus de nous. On n'a pas joué, on n'a pas joué, en tout cas on n'a pas montré, il y avait des blessés, etc. Et puis Galtier, c'était Galtier à l'époque, ouais. On sait très bien qu'il est pas très, c'est pas le jeu flamboyant. En tout cas, depuis ce match-là, j'ai l'impression qu'on a traversé un tunnel, mais de 2 ans et demi, hein, pas loin, hein. Même plus, 3 ans, enfin je sais pas combien ça fait. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir traversé un long tunnel. Alors, bien sûr, il y a eu des jolis buts, on pense à Kazri, mais globalement, ça a été la chienlit pratiquement tout le temps. Et j'ai l'impression que on a touché le fond de la piscine et on est en train de mettre un coup de pied au fond de cette piscine pour repartir et surnager, sortir la tête de l'eau. Ouais, effectivement, on attend en fin de compte cette remontée. Est-ce que ce match-là va déclencher cette remontée? Est-ce que ces 2 prestations abouties lors des dernières rencontres? Oui, peut-être, mais après, c'est pas qu'une histoire, tout ce qui se passe dans le rectangle vert, malheureusement. Hein. Ça va être c'est vrai, au-delà du terrain. Mais est-ce que justement les propriétaires n'attendent pas que ce changement de conjoncture, c'est-à-dire une équipe de Saint-Étienne à nouveau attractive qui pourquoi pas remonte en Ligue 1, tu vois, pour vendre, parce que évidemment ils vont pouvoir vendre plus cher, hein, puisqu'on parle de l'environnement autour du carré vert, hein, c'est le principal. Bon bref, ça nous
Tu as raison. Ça nous dépasse tout ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que oui, malgré que le fait que les présidents sont encore là, hein, j'ai l'impression qu'il y a dans le club des ingrédients qui me font dire que on a changé de conjoncture et que ça va tourner à nouveau dans le bon sens avec des joueurs qui mouillent le maillot, un public qui supporte, des supporters qui supportent, des joueurs qui jouent, un entraîneur qui entraîne, enfin bref, tu vois. À un moment donné, de toute façon, la roue va tourner. Évidemment, Saint-Étienne est coutumier du fait. Il y a des grandes phases, mais là, elle est longue. Là. Elle est longue. Les années 90, 80-90. Ouais, ça a été long aussi. On a connu trois descentes entre les années 80 et fin des années 90. C'était 3 descentes. Donc, non, on est coutumier du fait. Et effectivement, dans le football, ça change. Alors, est-ce que là, on est sur la remontée ? Je l'espère. Évidemment, mais de toute façon, un grand club ne meurt jamais. Ça, c'est vrai. Sûr, ça va revenir à un moment donné et l'engouement. Mais est-ce qu'on avait les épaules pour aller titiller, tu vois, ce qui se faisait de mieux parce que parfois c'est ça, tu vois, Auxerre, ils sont montés, puis à un moment ils ont touché leur plafond de verre. Je me rappelle eux aussi contre le Real, Manchester, et puis derrière avec Ronaldo qui arrive à la Baie des Champs, je me rappelle très bien. Et pareil. Et puis depuis, ils ont retrouvé peut-être ce qui leur ressemble le mieux, c'est-à-dire une équipe qui doit osciller entre Ligue 1 et Ligue 2. C'est pas une équipe qui est armée pour jouer la Champions League, quoi. Et est-ce que nous, c'est pas, tu vois, je me demande si nous, c'est pas pareil. Il vaut mieux pas. Et tu vois, l'exemple, c'est Lens. Peut-être que ça sera un contre-exemple et que Lens va y arriver. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Il y a pas un bassin fait pour jouer la Champions League. Ils y sont. Est-ce que c'est pas le début de la fin pour Lens ? On va voir. Moi, je pense que si. Déjà, ils ont purgé 8 ans en Ligue 2 suite à un passage aussi en Coupe d'Europe, hein, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je crois que c'est ça. Hein. Effectivement, c'est toujours un petit peu la même chose pour les clubs français. On va au plus haut et puis après, patatras, ça retombe. On peut en citer pas mal. Si t'as pas après les investisseurs qui sont là pour mettre le flouze, il faut que ça suive et puis que ça soit relativement stable aussi dans le club. On sait bien qu'à Saint-Étienne, c'est relativement compliqué avec aussi cette présidence, on va dire bipolaire, quoi. Exactement. Alors je te laisse le choix, Marco, pour la suite de l'émission. Est-ce que tu préfères faire du ligne par ligne ou du top flop ? Top flop. Alors top flop, je disais ça parce que évidemment au gardien d'habitude c'est vidu, hein. Mais là, il y a de quoi dire. Mais bon, alors on commence par les joueurs qui n'ont pas forcément les flops. Voilà, réussissent leur match. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu en as en vue là qui te viennent tout de suite ? Ouais, c'est Fomba. Ouais, c'est vrai. Fomba, en tout cas pour les 45 premières mi-temps et on va dire au début, il a eu du mal, il a eu du déchet technique à la fois dans les contrôles. Il a perdu 3 ballons, si je me souviens bien, parce qu'il avait mal contrôlé. Et 2-3 passes aussi qui n'ont pas abouti, donc qui sont allées vers l'adversaire. Et donc moi, je l'aime bien, Fomba, mais sur cette rencontre-là, et on va dire sur les 45 premières minutes, il m'a déçu parce que beaucoup de déchets techniques. Ouais, je te rejoins, j'avais pas pensé. Après, j'ai trouvé les entrants, moi, pas super, c'est-à-dire, comment il s'appelle Baudry ? Lobry, pardon. Lobry, tu vois, on se rappelle même plus comment il s'appelle, c'est fou. Lobry. Non mais c'est vrai que alors je sais pas si c'est la déception, puis c'est pas évident de rentrer dans un match comme ça aussi où il y a beaucoup de monde, voilà, et puis ils sont rentrés tard, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression aussi que mon conduit était un peu remonté contre Batles, de juste rentrer 3 minutes quand il est sorti, j'ai eu l'impression. Ce qui est bien dans le stade, c'est que tu vois ce genre des choses que tu vois pas à la télé. Non, il était heureux, regarde, quand Petro il a célébré vers le poteau de corner. Un des premiers à venir, c'était mon conduit. Oui, parce qu'il s'est chauffé. Oui, là, il n'était pas encore rentré. Non, il s'est chauffé.
Non, mais il était heureux, bien sûr, mais bon, son statut, je pense qu'il pensait pas que Batless le ferait jouer comme ça. En général, on fait rentrer un petit jeune, tu vois, à la fin, pour lui faire plaisir. Là, c'était bon, il doit le prendre un petit peu comme un manque de respect. Donc les entrants, que ce soit lui, que ce soit en effet l'Aubry, j'ai pas trop apprécié. On passe au top parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y, je te laisse commencer. Ah bah il y a un top indiscutable pour moi, c'est Léo Messi Petro, qui est l'homme du match. Alors parce que il marque, parce que 2, il annihile une occasion, une balle de but de Diony. Il fait un tacle magnifique. Ouais. Il fait une gamelle, alors. Plus un, moins un. Ouais, non, franchement, ces 2 faits de jeu. Voilà, en fait l'homme du match indiscutable pour moi, vraiment. Ça veut dire que sans lui, un match nul, quoi. Si tout, en fait, s'il marque pas et qu'il. Il y a peut-être un autre aurait marqué. Il marque, il reste une demi-heure de jeu quand même en seconde période. Donc ouais, Léo Petro en premier. J'ai bien aimé Sissoko parce que même en première période, il fait 3 frappes. En deuxième période, il fait une 4e frappe avant de marquer son but sur corner. On n'avait pas marqué sur corner depuis la tête de Petro à Annecy. Tu commences à tenir tes notes. J'ai l'impression d'entendre Eric. Non, mais oui, parce que c'est. En 2000. On n'avait pas marqué en novembre sur corner 2008. Et on l'avait pointé dans cette émission presque chaque mardi parce que voilà, on n'arrivait pas à faire la différence sur coup de pied arrêté. Et Sissoko a débloqué tout ça et donc non, Sissoko, j'ai trouvé vraiment intéressant et puis ce coup de pied qu'il a là sec. Ça peut devenir intéressant et même en pivot là, en première mi-temps avec même son pied gauche il a fallu un bel arrêt du gardien angevin et voilà, donc Petro, Sissoko et le troisième je vais mettre Rivera parce qu'il m'a bien plu, assez surprenant le petit Rivera et un bon contrôle qui amène le but de Petro, un bon contrôle en l'air. Alors, il peine effectivement sur les frappes au but, hein. Mais j'ai trouvé relativement intéressant et il y en avait d'autres. Et puis je pense peut-être le meilleur, on va dire sur l'ensemble, c'est Bouchoirie. Mais comme c'est Bouchoirie pour moi tous les mardis soirs, je dis ouais, je vais changer. Mais Bouchoirie a été encore énorme. C'est vrai qu'il dans l'entrejeu, à chaque fois qu'il touche la balle, il éclaire et puis il va pas forcément vers l'arrière comme la plupart de ses coéquipiers. Donc Bouchoirie, je te rejoins. Sissoko, je te rejoins. Je rajoute Étienne Green parce que c'était pas gagné d'avance de voir Étienne Green à ce niveau. Mais comme c'est mon coup de cœur et que je vous lirai un petit peu de poésie tout à l'heure à son sujet, je le garde pour tout à l'heure. Bon. Très bien, ouais, top et flop, je pense qu'on a fait le tour, Eric n'étant pas là. Après, on a souvent les mêmes tops et les mêmes flops, hein. Donc voilà, si tu écoutes Eric, tu n'as qu'à nous appeler, simplement signaler tel ou tel joueur. Envoie un message. Voilà. Voilà, on en termine de cette rencontre. On va passer sur la page Haute-Loire et puis on reviendra bien sûr sur les Verts. C'est évident. Allez, oui, tu voulais dire ? Non, on en a parlé hors antenne. On a bien aimé, puisqu'on parle des tops, le joueur angevin Abdelli. Ouais, mais j'en reviendrai. Ah oui, dans les coups de cœur, toi aussi, ok. En poésie ? En poésie. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Allez, en Altiligérie, s'est passé aussi des choses. Oui, ce week-end, il y avait des matchs en Régional 2. Pas en Régional 1, mais Régional 2. Et il y avait notamment un match nul entre Brioude et Nord-Lozère dans la poule A. Et dans la poule 2, 5e victoire pour l'USSL. Énorme, 2-0 face à la réserve de Feur. On pensait que ça allait être compliqué avec la réserve de Feur parce que, soi-disant, c'est la meilleure sur le papier. Voilà, et puis ils jouent les premiers rôles, les Ligériens de Feur.
Et finalement, l'USSL l'a emporté 2-0 avec un doublé d'Eliane Tak. Donc voilà, 5e victoire. Ils ont déjà 5 points d'avance sur le deuxième. Donc ça commence à devenir sérieux du côté de l'USSL et tant mieux. Sinon, il y avait des matchs de Coupe de France, puisqu'il y avait le 6e tour de la Coupe de France ce week-end. Avec 3 représentants alti-ligériens. Et ben les 3 alti-ligériens, ils passent. Alors notamment le Puy-Foot qui évolue en National 2, qui recevait Chassieux-Dessines de niveau National 3, et les Poneaux étaient sérieux à Massot. Ils auraient dû marquer beaucoup plus de buts, mais ça s'est arrêté simplement à 3-0 avec un but de Meillet à la 13e notamment, et puis sur corner, c'est Bénédine qui surprend les Rodaniens. Voilà, c'est deux buts en première mi-temps, et le troisième à la 42e, c'est Adinani, il me semble, pour les Poneaux. Donc 3 sur 3, comme je vous le disais, pour les derniers représentants de la Haute-Loire. Et Espali, qui évolue en National 3, ont aussi fait le travail sans trembler. Les Espavios menaient 5-0 dès la 36e minute grâce à des doublés de Djeki, de Alexander et un but d'Allègre avant de gérer pour s'imposer 5-1 à Saint-Genès-Chapanel. Ça, c'est de la R2. Et puis le dernier représentant, c'est Velay FC qui a aussi fait le plus dur en mettant 2 buts en première mi-temps par un certain Chouvier à la 20e minute et Battle les Chouviers à la 25e minute. Et ça se jouait face à Ambert qui voulait en R3. Il faut savoir que le tirage au sort de la du 7e tour de Coupe de France se déroulera mercredi à midi, à 11h45 pour être précis. Et c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, dont Saint-Etienne fait partie évidemment. Donc à scruter, à regarder, parce que ces rencontres se dérouleront vers le 19 et 20 novembre. Donc voilà, 3 représentants pour la Haute-Loire. Le Puy est coutumier du fait, donc je crois que c'est la 6e ou 7e fois qu'ils vont jusqu'à ce niveau du 7e tour de la Coupe de France. Donc bravo à eux, et tout le monde espère effectivement de tomber face à une équipe de régionale, de Ligue 2, tout simplement. Voilà pour l'Alti-Ligérie. On va revenir tout simplement à l'agenda des Verts, qui me semble aussi imminent. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. L'agenda des Verts, ça nous amène à ce samedi, deuxième rencontre à domicile pour les Stéphanois qui accueilleront le Paris FC à Geoffroy-Guichard, samedi 15h, avec une belle affluence. Donc l'idée, c'est de vous présenter cet adversaire. Donc le PFC, potentiellement, c'est des candidats à l'accession en Ligue 1. En tout cas, ils sont assez régulièrement en barrage. C'était le cas, je me rappelle, il y a quelques années. Ce qui s'est passé cette année, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déclassement un petit peu. C'est-à-dire que, à part Ilan Kebal, qui a été recruté à Reims, il n'y a pas eu véritablement de recrues phares. Même l'entraîneur, c'est Gilly, c'est un des premiers clubs qui l'entraîne à ce niveau. Donc l'autre preuve que c'est pas un club qui vise forcément la montée, c'est qu'ils ont recruté Colo qu'on connaît bien, Colo Diedziak récemment, parce qu'ils ont énormément de problèmes d'effectifs en défense. Alors leur préparation a été perturbée par beaucoup de blessures, mais bon, même sans ça, je trouve que cette équipe, elle a perdu un petit peu en superbe. Il y a quelques années, elle présentait de plus gros arguments. Il faut dire que
dans la région parisienne, hein, c'est le plus gros vivier de joueurs de foot en Europe, hein, et même dans le monde, paraît-il. Hein. Donc, ils disposent normalement d'un vivier énorme, hein, ce PFC. Malgré tout, ils sont lestés. C'est vrai que les Parisiens ont du mal à s'identifier à ce club. Hein. C'est le Red Star, hein, plutôt, qui est dans le cœur des Parisiens. Il y a aussi une pelouse qui est en très mauvais état. Régulièrement, elle a été changée, mais ils ont été obligés l'année dernière de jouer dans un autre stade. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui jouent pas en leur faveur. Et ces joueurs, ils ont du mal à aller vers ce genre de performances, les victoires, etc. Ouais, ils ont surtout eu un début de saison compliqué, hein, avec 3 défaites, je crois, les 3 premiers matchs égale 3 défaites, ils ont eu du mal à décoller. Bon, ils reviennent un petit peu mieux quand même, ils ont enchaîné ces dernières rencontres quelques victoires, et là je crois que c'est un match nul face à 3, à domicile, hein, mais un match nul face à 3. Ils ont gagné à Dunkerque. Voilà, ils ont un petit peu du mal à domicile. À l'extérieur aussi. Là, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Ils ont tout de la victime idéale, parce que dans un Geoffroy Guichard incandescent, comme ça peut l'être, alors ça sera pas le soir, ce sera l'après-midi, mais dans un Geoffroy Guichard chauffé à blanc, ils peuvent passer une très 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 mauvaise après-midi. Ils ont un gardien qui vient de changer, ils ont été obligés de changer. S'il y a Colo en défense, t'imagines? Après on a été surpris, hein, parce que on a vu Alpha Sissoko performer avec Kevin l'année dernière, alors on pensait que c'était un joueur qui était pas fait pour le football. Bon bref, mais ils peuvent passer un mauvais après-midi. Dans un calendrier d'une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2, il y a toujours un moment donné où il y a deux matchs consécutifs à domicile. Et c'est très très rare de voir un club engranger automatiquement 2 victoires, donc 6 points. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi très très rare, pour les Verts en tout cas, de pas prendre de but depuis 7 matchs? Ça aussi, c'est rare. Hein. C'est pour ça que... pas un seul but. C'est pour ça que j'ai utilisé prestations abouties en début d'émission. C'est parce qu'effectivement, on a des clean sheets sur clean sheet. On prend pas de pion. Et en plus, en tout cas hier, on a proposé en plus du jeu, on a marqué. Donc c'est à la fois solide et à la fois abouti. Donc chapeau, et que ça continue. Et on verra bien samedi 15h à Geoffroy Guichard, et c'est diffusé sur Bein, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, si vous ne pouvez pas vous rendre à Geoffroy Guichard, vous pouvez simplement regarder le match face au Paris FC samedi 15h. On va tout de suite commencer non, je vais passer un deuxième morceau si ça te dérange pas. Pas du tout. Un deuxième, alors le Vivier Angevin, tu parlais de Vivier, le Vivier Angevin, point de vue rock, c'est une des villes les plus productives depuis les années 90, et depuis un certain groupe qui a marqué vraiment l'histoire du rock, du punk en France, et même mondialement, puisqu'ils sont connus aux États-Unis. Et alors j'en ai 6-7 des groupes là devant moi, mais quand même j'ai passé par les précurseurs, ceux que j'appelle les Suggs, qui sont de ma génération, avec le titre As Happy As Possible.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Tu peux me mettre tu sais, quand le générique de coup de tête où ça siffle là. Ouais. On peut faire ça peut être joli ça. Allez, vas-y. Donc coup de cœur pour Étienne Green qui revient aux affaires. Alors évidemment coup de cœur pour son match et ça m'a rappelé le souvenir d'une poésie. Une poésie qui porte le nom de Green. Elle est signée Paul Verlaine. Voilà, je vais juste vous la lire et normalement vous devriez vous faire une association avec ce que le joueur de l'AS Saint-Étienne. J'arrive tout couvert de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Tout frais que ma fatigue, à vos pieds reposés, rêve des chers instants qui la délaceront. C'est un extrait de la poésie Green de Paul Verlaine. Merci Marco pour la musique. Amis de la poésie, bonsoir. Donc, coup de cœur, c'est ton seul coup de cœur ? Non, mais j'en rajoute une couche parce que pourquoi c'est mon coup de cœur ? Je trouve que ce joueur, bon, alors il va faire l'intérim, je pense, sauf accident. J'étais vraiment déçu pour lui parce que après avoir fait trois bons matchs, bah, il a un petit peu explosé en vol. Disons qu'il était trop jeune. Alors, tu critiquais souvent Claude Puel. Alors c'est vrai que pour le coup, il était un peu fou de mettre des joueurs aussi jeunes sur le terrain. Par exemple, Étienne Green il était beaucoup trop jeune pour le mettre en Ligue 1 face à cette époque-là. Et heureusement, le gamin, bon, il a tenu le choc. Il revient, parce qu'il y a des joueurs qui s'en relèvent pas. Je pense à des attaquants qu'on n'a plus jamais revus. Donc lui, bah, on a continué à lui faire confiance. Et puis, il a un destin, c'est-à-dire que rien que son nom, Étienne Green, c'est énorme pour moi. Il n'y a pas de coïncidence. Enfin, la coïncidence serait trop frappante. S'il s'appelle comme ça, c'est qu'il a un destin dans cette équipe. Vous savez que ses parents l'ont appelé comme Étienne déjà. Bon, son nom, il y peut rien, mais ils l'ont appelé Étienne parce qu'ils adoraient la ville de Saint-Étienne. Ce sont des Anglais qui ont côtoyé cette ville et qui adorait donc la ville de Saint-Étienne. Donc un Étienne Green qui garde les buts de l'équipe de Saint-Étienne, dont le stade ressemble au stade anglais en plus, tu vois, tout est réuni pour moi pour que Étienne Green il a un destin en vert. Alors bien sûr il est moins bon que Gauthier Larsonneur, mais il peut faire l'intérim et puis on sait jamais, Gauthier Larsonneur, bah, il va pas faire toute sa carrière à Saint-Étienne et lui il sera encore jeune. Pourquoi pas le voir à la Jean Castaneda, tu vois, garder les buts de Saint-Étienne pendant très 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 longtemps. Je le vois bien à ce rendez-vous-là. Ok, allez, on va faire vite parce que l'heure tourne. Dans mes coups de cœur, l'affluence, plus de 27 000 un lundi soir, une ambiance de folie pour ce match face au SCO d'Angers. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Et puis avec le contexte, l'hommage à Salif Keïta. Donc tout était réuni. J'ai beaucoup apprécié le premier but sur corner cette saison. Donc bravo aussi. Et j'aime beaucoup la position. On est deuxième de c'est inimaginable quand tu vois le début de saison des Verts. Mais actuellement on est deuxième et c'est tant mieux. Et j'ai beaucoup aimé donc la qualité de cette rencontre. Donc après, pour avoir la qualité, il faut avoir deux bonnes équipes aussi. Sinon, ce week-end, j'ai bien aimé Bouanga qui brille, qui a plus de 25 buts, même si c'est en MLS. Et puis le but de Ken et un Angevin aussi. Le but, pas le but. Le Abdelik là qu'on a bien aimé là, le numéro Abdelli, 10 Angevin qui m'a énormément plu côté Angevin. Voilà pour les coups de cœur. Concernant les coups de tête, juste après le jingle. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Les coups de tête. Ouais, pour les coups de tête, je vais partir en Italie. Je sais pas si t'as vu, mais du côté du stade Giuseppe Meazza, il y avait le retour de Lukaku. Les sifflets. Ouais, alors les sifflets, voilà, mais pas seulement ça. À la limite, ça, je vais vous raconter l'histoire. C'est plutôt une histoire, voilà, comme il y en a plein dans le foot, mais quand même, qui montre la passion des interistes et des Italiens en général. Donc oui, ancien joueur de l'Inter qui revient, donc voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça. Donc les supporters, les tifosi étaient hyper remontés contre Lukaku parce qu'il y avait eu des paroles dans la presse. Bref, alors ils avaient décidé d'acheter des sifflets. Au départ, 30 000 sifflets avaient été commandés pour siffler le plus fort possible ce joueur. Alors ça a été interdit, hein, c'est-à-dire qu'on leur a dit interdit. Donc ils ont trouvé la parade, une application qui imite le sifflet, et donc ça a été l'application la plus téléchargée en Italie ce week-end, en top 1, hein, bien au-delà de toutes les autres grosses applications. Mais ça, c'est plutôt une belle histoire. Le mauvais côté, c'est qu'on a vu des gestes racistes, malheureusement banalement racistes, avec ils ont sorti des bananes gonflables, voilà, et des chants racistes à l'égard de Lukaku. Donc c'est plutôt ça mon coup de tête. Donc l'Italie souffre énormément de ça. On a vu aussi que les supporters lyonnais à Marseille s'étaient fait remarquer avec des gestes et des actions de ce type-là, bien plus graves encore. Donc non, c'est à Santiago comme à Paris, hein, comme dirait l'autre, il faut éliminer le fascisme. Allez, faut qu'on fasse vite. Moi, j'ai pas aimé. Je déplore les incidents et effectivement le caillassage du bus des joueurs lyonnais et puis des supporters aussi. Voilà. Une sale image pour le foot et ouais, c'est très regrettable, c'est comme ça. Et sinon je déplore aussi les blessés du côté de Saint-Etienne depuis samedi. Je les ai énumérés tout à l'heure, mais ça fait quand même au nombre de 4. Il y a mon conduit qui s'est rajouté, donc ça fait beaucoup. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec le retour d'Eric. D'ici là, bise à l'œil et passez une excellente semaine. Et on vous quitte avec un titre de Salif Keita, en tout cas dans la version podcast, je la mettrai, puisque c'est notre façon de rendre hommage à ce grand joueur, peut-être le plus grand joueur qui est joué avec le maillot vert, avec Michel Platini. Allez, c'est avec ça. Nerame kongara kuluko kongkangara yake ko sabune